Merci Hélène pour l'invitation. Et donc moi j'ai le plaisir de vous parler d'accès aux données en recherche dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Alors le plan France Médecine Génomique s'inscrit vraiment dans un continuum soins-recherche, c'est-à-dire que les patients dans le cadre des maladies rares bénéficient d'un séquençage du génome avec pour premier objectif de leur rendre un diagnostic étiologique génétique. Et ensuite, les données sont mises à disposition pour la recherche. Et donc, tous ces patients sont vus en consultation médicale. Ils signent un consentement pour le soin et aussi pour la réutilisation des données en recherche. Et l'ensemble de ces données sont rassemblées en fait dans une infrastructure qui commence à se mettre en place, qui est toute récente, qu'on appelle le collecteur analyseur de données, ou plus communément appelé CAD. Donc, actuellement, comment ça s'organise? Chaque patient s'inscrit dans un parcours de soins, puisque, comme je le disais en préambule, il bénéficie en fait déjà d'un diagnostic. Les prélèvements sanguins sont envoyés dans 2 laboratoires répartis sur le territoire, et il y a 60 préindications, dont certaines d'ailleurs de la filière Sans-Gènes. Ce séquençage de génome peut être fait ou en première intention ou après un résultat de panel normal en fonction des préindications. Et donc, il y a vraiment ce continuum permanent qui est souhaité et qui, on l'espère bien, va s'organiser à terme entre le soin et la recherche, puisque je dirais que l'atout de mettre à disposition les données pour la recherche, c'est que, eh bien, on puisse les réanalyser et développer des outils de réanalyse dédiés, ce qui permettra ensuite de transférer en fait ces outils aux soins pour améliorer le diagnostic, ou par exemple la découverte de nouveaux gènes, eh bien, à ce moment-là, permettra d'implémenter les pipelines de soins pour améliorer le soin. Donc, qu'est-ce que c'est que le CAD? Puisqu'aujourd'hui, on parle d'accès aux données. Donc, c'est une infrastructure nationale qui est vraiment portée par la puissance publique pour garantir la souveraineté des données, l'intérêt général et l'encadrement éthique de l'utilisation de ces données. L'objectif à terme, c'est qu'ils permettent des services à la fois pour le soin et pour la recherche. Donc, il s'appuie sur un groupe d'intérêt public, un GIP, vous l'avez entendu ce terme tout à l'heure déjà pour d'autres infrastructures. Donc, il respecte les grands principes de cette structure. Il est créé pour 10 ans et avec 9 membres fondateurs qui sont les 2 ministères, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé, les laboratoires Oragen et Sequoia, le CEA, France Université, la ConvDG, l'INRIA, l'INSERM et Unicancer. Et donc, c'est un financement PIA qui a été dédié. Et donc, ce GIP a été créé fin d'année dernière. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment une infrastructure, même si elle est réfléchie et désirée depuis un certain nombre d'années, qui, en tout cas administrativement, est très récente. Ce qui fait que pour l'instant, on est vraiment au début de la mise en place. Donc, comment ça va s'organiser pour... Alors, je suis désolée du schéma, mais un peu compliqué, mais à chaque fois qu'on essaie d'en faire, on n'arrive jamais à faire quelque chose de très simple. Donc, en pratique, donc les séquençages du génome sont faits dans le cadre du soin Sequoia et Oragen, les 2 laboratoires, qui vont transmettre les données de l'ensemble des patients au cas de soins. En parallèle, le plan France Médecine Génomique a également fait des projets pilotes, 4 projets pilotes, dont celui dédié aux maladies rares et DEFIDIAG que coordonne Hélène. Et donc, ces 4 projets pilotes ont été séquencés au CNRGH. Et donc, ces données vont arriver au cas de recherche. Les données de Sequoia et d'Oragen qui vont transiter par le cas de soins seront également transférées au cas de recherche. Donc, en fait, on a un entrepôt de santé de données qui a deux axes. Un soin et un recherche. Et il s'appuie sur 2 infrastructures qui sont le TGGC, donc le très grand centre de calcul, et le CINES, qui sont en miroir pour la sécurité des données. De la même, par ailleurs, en fait, quand on est entrepôt de données de santé pour le soin, il faut avoir des accréditations supplémentaires qui n'est pas nécessaire pour la recherche. Donc, le concept en fait, du cas de recherche, c'est de mettre à disposition les données de génome dans des bulles sécurisées qui ont une capacité de calcul suffisante pour pouvoir permettre aux chercheurs de faire tourner leurs outils de réanalyse et de développer aussi leurs propres outils de réanalyse.
Donc il faut qu'il y ait une grosse capacité de calcul, c'est pour ça qu'il a été imaginé, à la fois pour pouvoir y mettre un certain nombre de données, pour faire des grandes cohortes, et aussi pour pouvoir développer différents outils d'analyse. Et donc, pour pouvoir accéder aux données, il y a toute une procédure que je vais vous expliquer, mais qui est quelque part une procédure assez classique en fait d'un entrepôt de données. Et on vient d'entendre parler de la BNDMR, et bien en fait on a une procédure qui n'est pas très différente finalement. Et puis enfin, il va y avoir le développement en fait au sein du CAD d'une base de variation qu'on a appelée FMG-KB, qui va permettre d'interroger en fait l'ensemble des données sur des situations ponctuelles, c'est-à-dire que on pourra, lorsque un nouveau gène notamment est identifié, eh bien interroger la base de données pour savoir s'il y a d'autres patients qui ont déjà précédemment eu une variation ou un gène similaire impliqué ou détecté chez les patients. Donc où est-ce qu'on en est en fait dans la phase de construction? Donc il y a eu toute la phase de projet d'ingénierie qui est encore en cours là, qui est extrêmement lourde, notamment en termes, on parlait des autorisations, en termes d'autorisation et de structuration, c'est assez important. Cette année, on est sur la phase de lancement, donc avec la mise en place de la possibilité de projets et d'accès aux données. Je vais vous expliquer comment. Et puis après, toute cette phase de lancement va se dérouler sur plusieurs années, avec, on l'espère, en 2027 et au-delà, vraiment un fonctionnement optimal. Donc, je ne reviendrai pas sur du coup le principe d'accès aux données parce que Ségolène Lemay nous a vraiment détaillé, je dirais, l'environnement légal européen et les bonnes pratiques pour les bases de données. Donc, les données doivent avoir respecter le principe de FAIR, ils doivent être accessibles en sciences ouvertes, respecter évidemment le règlement européen sur les données, et puis également les différentes contraintes gouvernementales. Alors, de la même façon, vous avez un exposé détaillé ce matin. C'est tout l'enjeu en fait de la curation, de la notation, qu'elle soit aussi partageable, et notamment pour leur donner accès dans le cadre de projets européens, puisque le principe qui a été, qui évoluera peut-être, mais en tout cas qui a été déterminé au moment de l'élaboration du plan France Médecine Génomique, c'est que les données ne seraient pas transférées à l'extérieur du CAD et donc ne seraient pas transférées dans d'autres entrepôts de données européens. Mais à juste titre, il y a un certain nombre de sollicitations pour faire partie de projets européens d'envergure, puisqu'actuellement il y a la rédaction du nouveau partnership, et donc il va y avoir une organisation pour que les données soient accessibles aux projets européens, notamment dans le cadre des ERN entre autres. Donc, quelles sont les modalités actuelles qui évolueront, mais quelles sont les modalités actuelles d'accès aux données pour un projet de recherche? Eh bien, il y a un guichet d'accompagnement avec sur le site internet un dossier de demande d'accès à compléter. Ce document en fait est ensuite renvoyé par mail et évalué par un comité scientifique et éthique avec selon une procédure d'évaluation habituelle qui a été élaborée. Et ensuite, exactement comme pour la BNDMR, eh bien, par transparence, les projets qui sont retenus sont publiés sur le site internet du plan. À terme, le CAD aura son propre site internet, mais pour l'instant, on est encore en phase d'élaboration. Et donc, il y a un résumé scientifique qui est élaboré par les porteurs de projets, qui est mis à disposition sur le site du plan. Et puis, il sera organisé à peu près une fois par an un colloque pour le bilan de ces projets. Donc, le CSE est composé de la façon suivante, avec des représentants de patients, sociétés civiles, du domaine des SHS, éthique, bioinformatique, génétique, une composition assez classique avec des chercheurs, et il est présidé par le professeur Sylvie Audan qui avait piloté l'élaboration du PNMR3. Donc, pour être plus précis, voilà un peu l'organigramme de la procédure. Donc, comme je vous le disais à l'instant, en fait, le guichet d'accompagnement, on dépose le dossier, il y a l'évaluation par le CSE. Un premier avis peut être positif, et là, directement, on est mis en lien avec l'équipe qui s'occupe de l'aspect opérationnel pour voir comment mettre en place les choses.
L'avis est dit négatif, et donc là, quelquefois, le projet, du coup, est peut-être abandonné ou réorienté. Et puis, il peut y avoir un avis positif sous réserve d'informations complémentaires et avec une resoumission à l'une des commissions. Le comité se réunit à peu près tous les mois et demi avec 2 rapporteurs à chaque fois, et puis il y a un compte-rendu motivé qui est rendu aux porteurs de projet. Alors, les critères d'évaluation, en fait, d'accès aux données, c'est surtout des critères éthiques et de faisabilité. Donc, d'abord, le comité s'assure qu'il y a une contribution du projet au bien commun et une pertinence des usages perçus, pas de mésusage. Il s'assure aussi de la faisabilité du projet en fonction des données disponibles, en termes de type de données et en termes de quantité de données. L'adéquation aussi du projet par rapport aux données disponibles dans le plan. La sensibilité des résultats et l'analyse des données, notamment. Et puis la conformité avec le RGPD, le cadre réglementaire. Donc, comme je vous le disais à l'instant, en fait, en cas d'avis favorable, le porteur de projet s'engage à différents points. Rédiger un résumé du projet en langage compréhensible qui sera mis en ligne. Utiliser les données pour le seul projet décrit et ne pas les transmettre. Elle n'est pas autorisée à ce qu'elles sortent du collecteur de données. Respecter le devenir des résultats et ce qu'il avait indiqué dans le document quand il a demandé l'accès de données, et rédiger un résumé des résultats qui sera dans un langage accessible. Et puis enfin, respecter la charte de publication du PFMG si il peut, ce qu'on lui souhaite, publier les résultats issus de ses recherches. Alors, à ce jour, il y a 12 projets qui ont été déposés au guichet d'accompagnement, 9 dans le domaine des maladies rares, 3 dans le domaine du cancer. Il y en a 10 qui ont été évalués par le CSE, donc 2 sont en cours d'évaluation. Et il y en a 8 qui ont reçu un avis favorable, dont 5 dans les maladies rares et 3 dans le cancer. Donc, il y a beaucoup d'attentes de ce collecteur de données, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'on sait que vraiment maintenant la réanalyse des données des patients, que ce soit à l'échelle régionale, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit par type de pathologie, par type de préindication, par type de variation, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement puissant pour faire de la recherche transnationnelle, et notamment pour améliorer le diagnostic des patients, puisqu'on trouve comme ça de nouveaux gènes ou de nouveaux mécanismes. C'est aussi intéressant en termes de recherche épidémiologique pour évaluer la fréquence allélique en population française de certaines variations. C'est aussi le support pour faire du développement bioinformatique et de pipeline logiciel, et puis la construction de populations contrôle pour certaines études. Donc évidemment, on a hâte que tout ça soit vraiment disponible, puisqu'il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités de recherche quand on a autant de données génomiques. Et donc, je conclurai on espère bien rattraper notre retard, même si c'est, je dois l'avouer, laborieux, mais on espère bien rattraper notre retard parce qu'on voit que nos collègues étrangers, anglais, canadiens, qui ont déjà accès à un bon nombre de données en recherche, ont pris une bonne longueur d'avance en recherche et en publication internationale. Je vous remercie de votre attention.